Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on revient sur cette position qui est quand même assez inconfortable pour la Fed, qui est tiraillée évidemment entre sa lutte contre l'inflation et sa volonté évidemment d'empêcher toute déstabilisation du système financier après la faillite de la banque SVB. Bonjour Bastien. Bonjour. Bon, il y a cette chute de SVB, il y a eu aussi, on en a moins parlé, deux autres banques régionales américaines qui sont tombées également. Et donc la Fed qui se retrouve face à un choix qui est quand même cornélien, privilégier la stabilité des prix, qui est son mandat, ou bien la stabilité financière, qui est aussi son mandat. Elle est prise entre deux feux, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Elle est face à un dilemme avec deux priorités qui sont en apparence quand même à court terme contradictoires. Oui, tout à fait. En fait, je pense que c'est quand il survient des crises bancaires, c'est très important de rappeler un peu les cycles longs, un peu de rappeler l'histoire. Et la Fed, elle a été créée en 1913 suite à la panique bancaire de 1907. Et pourquoi elle avait été créée à l'époque? C'était pas du tout pour l'inflation, pas du tout pour la stabilité des prix, c'était vraiment pour qu'il y ait un prêteur en dernier ressort pour justement essayer de stabiliser la situation quand il y avait une crise bancaire. Donc son premier mandat, presque l'essence même, l'existence de la Fed, c'est vraiment pour éviter que ne surviennent des crises bancaires. Et donc c'est quand même très important pour la Fed de s'assurer avant tout qu'il n'y ait pas une propagation d'une crise bancaire. Donc, dans ce cadre-là... Elle a fait feu de tout bois dans le cadre de la faillite des SVB, franchement. Oui, la Fed a été intervenue extrêmement rapidement. Elle n'est pas intervenue toute seule, elle est intervenue aussi avec les autorités américaines, avec donc le Trésor américain plus la FDIC, qui est l'organisme qui garantit les dépôts bancaires aux États-Unis. Ils ont ils ont convenu que les deux banques qui avaient fait faillite, donc Signature Bank et puis SVB, étaient des banques qui étaient systémiques. Et donc il y a eu une assurance que tous les dépôts pourraient être garantis pour les clients. Donc, et pas seulement ceux jusqu'à 250 000 $. Voilà, parce que sinon il y avait la FDIC en temps normal ne garantit les dépôts que jusqu'à hauteur de 250 000 $, même si le compte est crédité de 3 milliards de dollars. Donc là, en temps normal, il y a vraiment que les comptes ne sont assurés qu'à hauteur de 250 000 $. Et là, la décision qui a été prise, c'est de pouvoir assurer tous les dépôts de ces deux banques, donc SVB et Signature Bank. Donc la Fed est intervenue très rapidement aussi pour le futur, parce que là c'était la résolution des cas SVB et Signature Bank. Elle a mis en place un programme qui permet aux banques qui connaîtraient des difficultés de pouvoir venir mettre leurs titres en collatéral pour pouvoir emprunter à la Fed et de ce fait ne pas se diriger vers la faillite. Leurs titres, c'est-à-dire leurs bons du Trésor, que les banques ont dans leur compte, qui se trouvent dévalorisés. Exactement. Du fait de la hausse des taux de la Fed, il y a quand même un lien. Et donc, elle les reprend à leur valeur d'émission et non pas à leur valeur de marché. Exactement. Des côtés. Et c'est ça, justement, qui peut permettre aux banques, finalement, de ne pas connaître des problèmes et de devoir matérialiser des moins-values latentes qu'il y a sur ces titres du Trésor. C'était le cas pour SVB avec quasiment 2 milliards de moins-values. Quand elle a voulu vendre son portefeuille obligataire pour donner de l'argent, enfin pour rendre l'argent aux clients qui voulaient récupérer leurs dépôts. Donc si ce programme avait existé il y a une semaine, ça aurait permis justement à SVB de l'utiliser et peut-être de ne pas faire faillite. Le feu est éteint, c'est trop tôt pour le dire, ou encore une fois beaucoup a été fait, on l'a vu, pour éteindre et pour éviter une contagion d'autres banques régionales. Toutes ces mesures exceptionnelles, elles sont faites évidemment, elles ont fonctionné, mais est-ce qu'on se dit tout ça derrière nous ? Alors, c'est très difficile parce qu'il faudrait regarder le bilan de toutes les banques américaines pour pouvoir avoir une conclusion. Notamment les banques régionales. Surtout les banques régionales, parce que les grosses banques, elles sont très bien régulées et donc il n'y a pas de problème pour les grosses banques américaines. Il peut y avoir des problèmes pour les petites banques qui ont connu une dérégulation sous l'administration Trump qui a défait certaines des mesures de régulation qui avaient été prises en 2010 par l'administration Obama. Et il y a certaines banques de taille moyenne qui finalement étaient beaucoup moins régulées, pour lesquelles il y a pu y avoir des problèmes. Alors justement, la Fed, elle a mis en place un mécanisme qui permettrait aux banques qui connaîtraient des difficultés de pouvoir venir emprunter. C'est déjà donc un vrai rempart par rapport à la propagation, à l'extension de cette crise bancaire. Après, il y a aussi quand même peut-être des petites banques qui ne disposeraient pas de titres du Trésor, qui ne disposeraient pas de titrisation émise par des agences gouvernementales qui pourraient être utilisées comme collatéral pour emprunter à la Fed. Et alors là, on fait comment ? Eh ben, pour l'instant, il n'y a pas de solution dans ces cas-là.
Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà un vrai gros rempart qui a été mis par la Fed avec la mise sur pied de ce mécanisme de prêt de liquidité. Cette tempête sur les banques régionales américaines, c'est aussi, ça met en évidence les conséquences de la politique monétaire américaine, à savoir cette hausse rapide et violente des taux d'intérêt depuis maintenant plus d'1 an sur donc ces établissements bancaires qui sont entre guillemets plus faibles ou plus petits. Et donc voilà, donc ça crée. Et d'où l'idée, et on revient au point de départ, à savoir voilà, la Fed prise entre deux feux, d'un côté éteindre le début d'incendie, mesurer l'impact de son ressent monétaire, encore une fois sur l'économie, puis sur les banques américaines, et en même temps une inflation qui est là, qui a été publiée pour le mois de février, qui ralentit un petit peu, même si on est à 6%, ça reste trop pour la Fed, et puis une inflation cœur de l'inflation qui accélère toujours à 5,5%, ce qui plaide pour d'autres hausses de taux, mais en même temps, quitte à mettre en difficulté les banques, certaines banques, et leur portefeuille obligataire. Voilà, pardon, je résume un petit peu, mais... Alors, la Fed, elle était dans une situation où elle avait déjà réduit son rythme de hausse de taux directeur. Il y a eu 4 hausses de taux de 75 points de base, puis en décembre, une hausse de taux de 50 points de base, en février, une hausse de taux de 25 points de base. Tout marchait à peu près bien. Ce qui a été un petit peu surprenant, c'est que lors du mois de février, il y a eu des chiffres économiques qui ont été bons, notamment le rapport sur l'emploi qui a été bon, les chiffres de consommation qui ont été bons. Ces chiffres concernaient le mois de janvier, et en fait, il se trouve que sur le mois de janvier, il y a eu une température extrêmement bonne extrêmement élevée par rapport à d'habitude, ce qui a permis, ce qui a débouché sur une consommation qui a été bien plus forte que d'habitude, que par rapport au mois de janvier. Lié à la consommation d'énergie. Comment ? Lié à la consommation d'énergie, et pas seulement Pas seulement, c'est le fait que, comme il a fait très très beau, eh bien, il y a eu beaucoup plus de ménages qui ont été, par exemple, au restaurant que d'habitude. Il y a eu le fait que beaucoup plus de ménages ont acheté une voiture que d'habitude, et ça a un petit peu eu un effet sur la consommation et sur les créations d'emplois sur le mois de janvier. Mais c'était vraiment quelque chose qui ne va pas se reproduire sur les mois qui suivent. Et puis là, ce qu'on peut dire quand même malgré tout sur la situation de l'inflation, c'est qu'il y a quand même une décélération de l'inflation. Ça fait 8 mois consécutifs qu'il y a une décélération de l'inflation aux États-Unis. Pas sous-jacente, pas au niveau du cœur. Pas au niveau de l'inflation sous-jacente, mais hors énergie, hors alimentation. Mais c'est quelque chose qui va se produire dans les mois qui arrivent, peut-être pas le mois prochain, mais peut-être un petit peu plus tard dans l'année. D'ici 2 ou 3 mois, on devra avoir une inflation sous-jacente qui décélère. En fait, ce qu'on peut dire sur l'inflation sous-jacente, c'est qu'il y en a aujourd'hui 2 tiers qui provient de l'inflation des loyers. Et ces loyers, le CPI loyer, si vous voulez, l'indice de prix des loyers qui est comptabilisé dans l'inflation officielle, il est très en retard par rapport aux chiffres de loyers qui sont constatés par les institutions privées. Et il y a à peu près un retard d'1 an par rapport, des chiffres officiels par rapport aux chiffres de loyers constatés par les institutions privées. Et eux ont déjà nettement décéléré depuis maintenant à peu près 9-10 mois. Et on sait que c'est quelque chose qui va se traduire dans les chiffres d'inflation sous-jacente dans les prochains mois. À partir, on va dire, du 2e trimestre, on doit avoir une inflation sous-jacente qui décélère aussi assez nettement aux États-Unis. Donc, en fait, la désinflation, elle est vraiment enclenchée aux États-Unis et il n'y a pas forcément une nécessité pour la Fed de se montrer très courageuse et d'aller de réaccélérer son rythme de hausse de taux, surtout donc dans un contexte de crise bancaire. Donc, une hausse de taux de 50 points de base en mars, c'est quand même quelque chose qui est assez peu probable. On a du mal à imaginer la Fed qui mette un peu plus le feu aux poudres dans ce... il y a eu la faillite SVB et compagnie, la hausse de 50 points de base était quasiment acquise. Là, avec encore une fois ce qui s'est passé, cette mini-tempête sur le secteur bancaire américain... Mais il n'y a pas de nécessité de réaccélérer parce que déjà, l'inflation décélère, on vient de le dire, et puis surtout, j'ai oublié ce que j'allais dire, et puis surtout la Fed, elle a déjà très fortement remonté ses taux directeurs en 2022, elle a remonté ses taux directeurs de 450 points de base. Et là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une hausse de taux directeur, l'effet sur l'économie se matérialise 12 mois ensuite, 12 mois plus tard. Et donc, c'est vraiment maintenant que l'effet sur l'impact sur l'économie va se matérialiser. Et donc, pour la Fed, il n'y a pas vraiment de nécessité de remonter les taux directeurs de façon exagérée sur le mois de mars. Enfin, même, et on finit là-dessus, Bastien, même 25 points de base de hausse de taux, c'est prendre le risque de fragiliser un peu plus aussi quand même le secteur bancaire et la stabilité financière. C'est un risque qui est pris, mais il y a l'inflation qui, même si elle décélère, elle est à 6 et le mandat est à 2, donc 2%.
Mais là, encore une fois, il pourrait y avoir une hausse de taux de 25 points de base sur le mois de mars, avec un discours qui serait très rassurant pour la suite, avec un discours qui dirait que finalement, étant donné qu'il y a déjà une désinflation qui est enclenchée, dans un contexte de crise bancaire, la Fed pourrait imaginer s'arrêter très prochainement dans son cycle de resserrement monétaire. Et ça, effectivement, ça serait plutôt une bonne nouvelle pour les marchés obligataires et actions. C'est comme un casse-tête hein, pour la Fed. C'est une situation qui est extrêmement compliquée, que la Fed n'a pas connue depuis les années 80. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Bastien Drut, responsable études et stratégie chez CPRM. Merci Bastien. Merci à vous. Megatrend revient dans 2 semaines sur Boursorama.